Ok, je pense qu'on va commencer en attendant que d'autres personnes se rejoignent à nous. Donc, tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les participants de ce webinaire, de cette série de discussions thématiques. Je me présente, je m'appelle Nathalie Louge, je suis conseillère technique en éducation avec FHI 360. Et aujourd'hui, nous allons mener une série de discussions thématiques organisées par la coalition Clean Fed and Nurtured, ProWash et Wash Pals. Sorry. OK. Donc, qu'est-ce que la série de discussions thématiques? En fait, cette série-là, c'est le suivi d'une série de webinaires que nous avons menés l'année dernière sur les infections entériques, la croissance des enfants et les voies d'exposition. C'était une série axée sur l'exploration des preuves, des leçons tirées, des interventions pilotes et aussi la remise en question de certains indicateurs. Donc, dans cette discussion, nous souhaitons faire le point sur les nouvelles preuves ou des interventions et de discuter avec vous de la voie à suivre. Nous avons quelques questions clés auxquelles nous comptons répondre, notamment comment est-ce que les responsables de la mise en œuvre peuvent-ils appliquer les meilleures pratiques lorsque les résultats des recherches ne sont pas encore conclusifs? Quel rôle les metteurs en œuvre, comme nous, peuvent-ils jouer dans le suivi, la documentation ou la contribution à la base de données probantes? Comment les chercheurs peuvent-ils être plus réactifs aux besoins du terrain et de nos bénéficiaires? Et sommes-nous plus près de définir le concept de ce qu'on appelle le WASH, transformationnel, ou de fournir des conseils pour la programmation autonome ou intégrée de WASH. Donc ça, c'est ce que nous allons discuter aujourd'hui avec vous tous. Donc, juste pour vous donner un petit survol des discussions thématiques que nous avons eues, ces discussions-là ont été menées en anglais, mais nous avons décidé de vous faire part des résultats et des recommandations de ces séries afin que vous puissiez, en tant que collègues francophones, aussi avoir votre part et votre voix et de partager vos recommandations vis-à-vis ces thématiques. Donc, en fait, pour vous donner un survol, on a eu une première discussion le 24 mars sur comment assurer l'intégration et le suivi de la petite enfance dans les programmes de WASH et pour assurer en œuvre hygiénique dans les programmes de petite enfance. Nous avons eu deux intervenants et spécialistes qui ont partagé sur ce point-là, c'est des chercheurs. Après, nous avons une autre discussion le 31 mars sur les interventions tout au long du spectre par rapport à ce qu'on appelle le changement de comportement. On appelle ça aussi dans l'anglicisme, c'est le SBCC, pour réduire l'exposition des nourrissons aux voies fécales animales et humaines. On a aussi eu quelques conférenciers qui nous ont aidés à présenter. Et après, nous avons eu une dernière discussion le 7 avril pour repenser le micro-environnement, donc des moyens pratiques pour repenser l'agriculture et l'élevage. Nous avons aussi eu deux intervenants, un rechercheur et un praticien. Et finalement, nous sommes ici, donc le 14 avril, nous avons fait une petite plénière de clôture pour partager les différentes recommandations qui ont été soulevées pendant ces différentes discussions. Et nous en avons une deuxième aujourd'hui avec nos collègues francophones, justement, pour recueillir vos recommandations supplémentaires. Donc, cette plénière de clôture pour nos collègues francophones, nous avons trois principaux objectifs de notre session d'aujourd'hui. Nous voulons revoir ce qui a été discuté dans les trois discussions. Donc, d'ici peu, je vais vous donner un survol de ce qui a été présenté et ensuite des recommandations qui ont été données par nos collègues anglophones, auxquelles nous allons par la suite ajouter soit en petit groupe, soit en plénière ensemble. Ça dépend de combien de personnes vont venir aujourd'hui.
Et donc, nous allons, comme je l'ai dit, présenter cette liste de recommandations afin de recueillir vos commentaires et finalement discuter des principales parties prenantes qui pourraient utiliser ces recommandations et les faire progresser. Parce qu'il n'est pas suffisant d'avoir des recommandations sans savoir comment nous allons justement les faire passer à nos bailleurs, à nos partenaires, etc. Donc, je vais commencer avec un récapitulatif des 3 discussions principales que nous avons eues. Donc, la première a été l'intégration des programmes de DPE et de WASH, ou de la petite enfance et de WASH. Nous avons eu 2 experts, une personne qui est experte en praticienne et une qui est expert, Maureen Black, elle est rechercheuse. Et ils ont fait le point sur certaines interventions et les recherches qui relient le développement de la petite enfance et les programmes WASH. Donc, plusieurs éléments sont ressortis de ces présentations-là et des recherches, notamment elles ont présenté plutôt des interventions variables pour des périodes variables tout au long du continuum du développement de la petite enfance, notamment au tout début. Donc, ils ont recommandé, par exemple, les lavages suite à l'accouchement comme quelque chose qui était assez important afin de pouvoir maximiser le développement de la petite enfance, mais aussi pour que la mère soit en bonne santé après l'accouchement. Et aussi, des visites à domicile ont été trouvées comme quelque chose de très important pour les enfants de 0 à 3 ans pour assurer leur croissance et leur hygiène. On a aussi il y a aussi eu l'équipement des centres d'apprentissage de la petite enfance avec des coins WASH pour que les enfants entre 3 et 5 ans puissent justement assurer l'assainissement plutôt des enfants de 3 à 5 ans. Donc, ces 3 grandes interventions pour les périodes variables ont été trouvées par les recherches et par l'expérience d'être assez pertinents et rentables. Aussi, il a été montré que des interventions à contact élevé sont probablement nécessaires pour obtenir un changement de comportement. Cela veut dire que, par exemple, les visites à domicile sont des contacts élevés, c'est-à-dire qu'une personne, on leur rend visite et ce n'est pas juste une petite formation auquel les parents viennent, mais vraiment, on apprend aux parents on apprend aux parents comment justement intégrer l'assainissement au sein du foyer pour justement maximiser l'assainissement dans les foyers, mais aussi la croissance vis-à-vis de la petite enfance. Et nous avons aussi soulevé la nécessité de continuer à lutter contre l'isolation sectorielle dans la programmation, c'est-à-dire on a souvent tendance d'avoir des programmes qui sont soit juste WASH, soit juste la petite enfance, soit juste la santé, etc. Mais comment est-ce qu'on peut mieux intégrer ces différents secteurs-là? La discussion 2 a porté sur les interventions comportementales ou le changement de comportement pour réduire l'exposition fécale des nourrissons. Donc, on a présenté des recherches contenues d'une base de données qui est assez limitée et ils ont répondu à la question comment est-ce que les secteurs peuvent-ils établir des priorités coordonnées et intervenir pour réduire ces voies fécales dans les ménages. Ils ont aussi parlé des examens de gamme actuelle d'intervention potentielle pour traiter les voies d'accès spécifiques aux nourrissons. Il y a aussi eu une discussion sur les mesures prioritaires à prendre pour constituer la base de données probantes sur le rôle que peuvent jouer les partenariats entre les responsables de la mise en œuvre et les chercheurs pour accélérer ce processus, pour justement accroître cette base de données limitée. Et aussi, il y a eu une discussion autour de est-ce que nous sommes prêts de définir le concept de ce que c'est le WASH transformationnel afin de fournir des conseils pour la programmation, soit autonome ou intégrée de WASH. Et donc, ça, c'est un peu le spectre de changement de comportement. Donc, on a parlé de l'architecture de choix.
ici, donc qui est proscrit dans le comportement. Les technologies saillantes qui nécessitent toujours un changement de comportement pour pouvoir justement arriver à réduire les voies fécales, animales ou humaines. Et après, finalement, comment aussi aborder le changement de comportement classique, donc aucun produit d'activation, mais à travers des messages, etc., pour pouvoir changer le comportement. Donc, on a vraiment couvert tous ces spectres de changement de comportement. Alors, la dernière question, c'était vraiment quelle forme peuvent prendre les partenariats entre les responsables de la mise en œuvre et les chercheurs. Donc, on a trouvé que des partenariats d'apprentissage à long terme financés par les organisations à l'interne pourraient être une possibilité. Aussi, des partenaires de recherche spécifiques à un projet en particulier. Des partenariats bac à sable, c'est-à-dire que si une programmation coûte cher et que la recherche est bon marché, inviter plusieurs partenaires à participer à cette recherche et avoir aussi, avoir des recherches justement opportunistes ou facilement accessibles. Par exemple, s'il y a des étudiants universitaires qui veulent faire des recherches, des études de cas ou du travail formatif qui pourraient peut-être nous aider à contribuer à accroître la recherche dans ce domaine. Et il y a aussi la question que pouvons-nous faire en plus des enquêtes de base et finales pour justement et des essais contrôlés, randomisés pour pouvoir justement contribuer à cette base de données et les recherches. Après la dernière discussion dans la salle numéro 3, c'était vraiment de repenser un petit peu l'agriculture et l'élevage. Donc, on a eu 2 intervenants ici. Ils ont présenté leurs recherches et des programmes qui relient l'agriculture et l'élevage et l'eau, l'assainissement et l'hygiène, donc WASH. Ils ont présenté sur le suivi et la mesure des résultats supplémentaires en matière de bien-être de l'enfant, intégrer ou superposer des activités de différents secteurs. Ils ont présenté les risques et les avantages de l'élevage d'animaux dépendants du contexte, promouvoir des avantages qui vont au-delà de la santé et de la nutrition, et notamment, ils ont revisité le changement de comportement social et la sensibilisation à la santé. Et aussi le risque relatif de nocivité des excréments d'animaux pour les enfants. Donc, la discussion a tourné autour de ces différents éléments. Mais ce qui est le plus important pour vous en ce moment, je pense qu'il sera plus pertinent, c'est les recommandations qui sont ressorties de ces discussions. Parce que nous n'avons pas le temps justement de rentrer en grand détail par rapport à ce qui a été présenté. Donc, les recommandations, je pense, vous seront beaucoup plus concrètes. Et c'est aussi sur ces recommandations que nous recherchons vos avis et supplémentaires basés sur votre expérience. Donc, nous avons divisé les recommandations en 3 parties. La première, c'était la recommandation vis-à-vis de la mise en œuvre. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de textes ici, donc je vais le lire pour vous, pour que vous n'ayez pas à tout lire vous-même. Donc, étant donné donc, les recommandations qui sont ressorties pour la mise en œuvre, c'est étant donné que les sources et les voies qui affectent la croissance de l'enfant sont multiples, il n'existe pas de solution unique pour le retard de croissance. Donc, les programmes doivent être encouragés à s'attaquer à multiples voies et à mesurer un large éventail d'indicateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une solution. Il faut vraiment essayer d'aborder le problème à plusieurs angles. Des orientations en matière de programmation sont nécessaires pour faciliter l'intégration multisectorielle, étant donné qu'il existe peu de ressources pour les meilleures pratiques. Donc, les orientations doivent être élaborées en utilisant la perspective de chaque secteur, en offrant des options de différentes ampleurs. C'est-à-dire, lorsqu'il y a plusieurs options que nous pouvons prendre et plusieurs interventions qui pourraient être dirigées par différents secteurs et en se basant justement sur leurs points forts, en intégrant d'autres secteurs qui pourraient venir comme supplément. La programmation intégrée,
devrait se concentrer sur l'acquisition d'habitudes pour les jeunes enfants et inclure des messages qui mettent en avant les moteurs émotionnels et les opportunités sociales afin de les rendre plus attrayants pour les personnes en charge. C'est-à-dire que nous voulons instituer des routines chez les enfants et aussi assurer que nos messages qui tournent autour des comportements que nous voulons changer soient vraiment basés sur des moteurs émotionnels et des opportunités sociales. Donc ça, c'est vraiment la base du SBCC de toute façon. Si la programmation multisectorielle est importante, il n'est pas nécessaire d'être trop ambitieux dès la première année d'un projet parce que ça peut causer plus de mal que de bien. La programmation multisectorielle est assez complexe parce que c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment l'habitude de faire, étant donné que les secteurs sont souvent autonomes. Donc, par conséquent, une petite quantité de messages intersectoriels, par exemple, si on parle de l'SBCC, devrait être privilégiée lors du démarrage en projet. Et en cas de succès, ces messages peuvent être étendus tout au long du projet et construits l'un sur l'autre. Finalement, les nouvelles technologies devraient être utilisées pour augmenter la fréquence des messages, par exemple l'SMS. Mais le nombre total de messages envoyés aux participants au projet devrait être contrôlé pour ne pas surcharger les ménages, les bénéficiaires, les parents, etc. Et on ne veut surtout pas bombarder nos participants vis-à-vis des différentes choses qu'ils devraient faire. Donc, il faudra vraiment adapter des messages pour qu'ils reflètent des avantages personnels d'une action qui permettra probablement à quelqu'un de se sentir bien et de la faire qui aidera justement à maintenir sa pertinence et de la mettre en œuvre par la suite, donc l'impact. Ça, c'est les recommandations qui ont été soulevées sur la mise en œuvre. Et nous vous inviterons d'ici peu pour y ajouter et proposer vos recommandations supplémentaires. Donc, en matière de plaidoyer, voici les recommandations qui sont ressorties. Donc, les résultats des essais SHINE, dont vous avez peut-être entendu parler, et WASH Benefits, et les commentaires qui ont découlé ont mis en avance l'idée du WASH transformationnel. Cependant, pour obtenir un véritable investissement multisectoriel, il est suggéré de se concentrer sur la croissance et le développement transformationnel avec le WASH, la nutrition et le développement de la petite enfance comme composante clé, avec des messages de plaidoyer pour intégrer ce langage. Donc, aussi, on a soulevé la recommandation qu'il y a besoin d'avoir un changement architectural qui remodèle l'environnement et qui guide donc l'amélioration du comportement sans promotion ou communication intensive. Ça offre une grande promesse de changement transformationnel au niveau des ménages et des institutions. Donc, on a plutôt ici parlé de transformation d'architecture de choix pour justement promouvoir ce changement transformationnel au niveau des ménages et des institutions. Donc, des messages de plaidoyer devraient être adressés aux bailleurs de fonds et aux chercheurs pour qu'ils incluent davantage ce type d'intervention et qu'ils en mesurent rigoureusement les impacts. Étant donné que les programmes multisectoriels à plusieurs niveaux ont tendance à alourdir le fardeau des mères, donc souvent les mères sont nos bénéficiaires clés lorsqu'on parle de la petite enfance, nous voulons aussi prioriser les besoins et les droits des mères ou ceux qui s'occupent des enfants afin qu'ils ou elles soient placés au centre de la prise de décision et de la mise en œuvre des programmes. Donc, lorsqu'on fait le plaidoyer, on devrait vraiment penser à ce fardeau-là. Finalement, il y a eu des recommandations en matière de suivi et de recherche. Donc, comment ajouter justement à cette base de données qui est assez limitée pour le moment vis-à-vis le WASH transformationnel ou intégré. Donc, des recommandations qui sont ressorties de cette discussion, c'était de définir des normes minimales pour les centres d'éducation préscolaire, notamment en ce qui concerne les infrastructures WASH, la sûreté et la sécurité, ainsi que l'enseignement et l'apprentissage, et qu'on devrait suivre le progrès réalisé par rapport à ces normes de manière publique. Par exemple, je suis sûre et certaine que vous avez déjà entendu parler des tableaux de bord
digital qui nous permet de justement suivre l'évolution des différentes actions qui se mènent sur terrain et qui se passent dans les salles de classe ou dans les zones où nous intervenons. Nous avons aussi une recommandation de rechercher et créer des classements de risques relatifs pour différents types d'excréments d'animaux afin que les interventions puissent être planifiées en conséquence. Aussi, il y a une recommandation de créer une liste d'indicateurs qui pourraient être mesurés en même temps que le retard de croissance afin de voir l'impact total de la programmation multisectorielle. Et il y avait aussi la recommandation de tester l'efficacité et la faisabilité de produits d'intervention transformationnelle, même si les facteurs prometteurs ou les changements architecturaux peuvent être clairement hors de portée des ménages pauvres et pauvres en ressources. Donc, par exemple, il y a eu des centres de jeux ou des tapis de jeux qui ont été distribués à des familles pauvres, même si eux-mêmes ne pouvaient pas se payer cet ajout-là, il est quand même intéressant de pouvoir rechercher l'impact de cette technologie ou de cet changement d'architecture afin de pouvoir voir effectivement est-ce que c'est quelque chose d'efficace pour réduire la contamination fécale ou les voies fécales animales ou humaines chez l'enfant. Et si oui, c'est ça qu'on va aller faire. On va montrer que c'est efficace et nous allons auprès des bailleurs pour leur dire ça, c'est un moyen efficace, on devrait investir là-dedans. Et aussi, finalement, pour le dernier point sur les recommandations en matière de suivi de recherche, c'est les considérations relatives au financement et à l'accès global devraient faire l'objet aussi d'une question de recherche distincte. Donc, en fait, nous allons parler de ces trois parties ou recommandations plutôt, donc, les recommandations de la mise en œuvre, recommandations en matière de plaidoyer et recommandations en matière de suivi de recherche. Donc, je pense que comme nous ne sommes pas nombreux, nous allons en fait discuter en plénière. On avait planifié de faire des groupes de discussion, mais nous ne sommes pas vraiment nombreux. Donc, nous suggérons de commencer d'y aller un à un et que nous allons justement parler ensemble et recueillir vos recommandations supplémentaires, vos ajouts, même vos questions, si vous avez des questions par rapport à certaines recommandations, afin de pouvoir justement répondre aux questions suivantes. Donc, c'est-à-dire, êtes-vous d'accord avec les recommandations qui ont été apportées? Sinon, est-ce que vous avez des changements à suggérer? Est-ce que vous avez d'autres recommandations à ajouter à la liste qui a été présentée? Et on aimerait aussi savoir si vous avez des idées de qui aurait intérêt à connaître ces recommandations, que ce soit bailleurs, chercheurs, gouvernement, etc. Donc, je pense que comme nous allons faire, je pense que nous sommes seulement 11 ici, je propose qu'une personne prenne des notes. Si vous voulez, je ne sais pas si Nicole ou Wilbur, vous voulez prendre des notes et pour justement recueillir vos apports. Donc, on va y aller partie par partie. Et afin que vous puissiez participer, je suggère que soit vous retirez du mode muet pour pouvoir parler, ou je suggère que vous pouvez taper dans le chat si vous voulez. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais repartir dans la première liste de recommandations vis-à-vis la mise en œuvre des programmes, que ce soit des programmes WASH de petite enfance ou autres programmes, pour justement intégrer les différents aspects de la petite enfance de WASH, mais aussi comment faire pour avoir le WASH transformationnel. Donc, si vous voulez de nouveau parcourir ces recommandations-là, nous vous écoutons par rapport à vos réactions et à vos ajouts, et selon vos expériences.
Je vois qu'il y a une question de Annette dans la boîte. Et quelles étaient les 3 questions auxquelles on devrait répondre pour chaque diapo? En fait, c'est est-ce que vous êtes content avec les recommandations pour les recommandations de mise en œuvre qui sont présentées? Est-ce que vous avez des éléments à ajouter ou des idées à ajouter? Et est-ce que vous avez des recommandations de qui pourrait, qui serait intéressé à voir ces recommandations-là? Parce que la suite, c'est que nous allons ensuite partager ces recommandations avec des parties prenantes parce qu'on ne veut pas que ça se limite juste à ce groupe-là. Donc, est-ce que vous avez du feedback par rapport aux recommandations qui sont présentées ici? Est-ce que vous avez des suggestions d'ajout, des modifications à proposer? Nous vous écoutons. D'accord, donc il semble que Mamie Gisèle, je suis tout à fait d'accord avec les recommandations qui ont été formulées. Bonjour. Bonjour. Ok, moi c'est Kabouré Idrissa. Bonjour Idrissa. Voilà, je suis sage-femme de formation et nutritionniste. J'interviens dans la zone du Burkina Faso. Et je suis d'accord avec les recommandations, mais au niveau du plaidoyer, j'aimerais savoir, puisque à moins que je n'ai pas pu lire, et je n'ai pas vu de ligne qui était orientée vers les bénéficiaires. Bien évidemment, vous avez mentionné que c'est les femmes, les mères qui étaient les premières personnes concernées comme bénéficiaires. Mais dans nos contextes ici, généralement, le chef de ménage a une certaine influence dans le ménage. Et est-ce qu'il y a une ligne de recommandation qui est adressée à ces personnes? D'accord, c'est un bon point. Aussi, et aussi, au niveau de la mise en œuvre, la toute première partie des recommandations. Oui. Et bon, bien vrai que je n'ai pas suivi l'ensemble des webinaires qui sont déroulés, mais est-ce qu'il n'était pas préférable de d'abord présenter au fait le contexte dans lequel les enfants sont souvent exposés aux matières fécales, que ce soit humain ou animal? Et parce que généralement, dans nos contrées ici, surtout en milieu rural, les animaux, au fait, cohabitent avec la famille. Donc, dans les recommandations de mise en œuvre, c'était de présenter, au fait, les inconvénients ou bien du moins les conséquences, les risques auxquels la famille fait face et avec cette cohabitation. Et en mettant ceci face à la famille, je pense qu'elle pourra elle-même développer des initiatives ou proposer lors peut-être d'une réunion des parties prenantes les nouvelles mesures qu'elle pourrait adopter pour réduire au fait cette mise en exposition. Oui, et je pense que en fait, même si ce n'est pas énoncé dans les recommandations, dans les discussions qui ont été menées, ça a été quelque chose qui a été soulevé, de parler vraiment du contexte et d'étudier justement qu'est-ce qui se fait dans plusieurs contextes, dans plusieurs pays, ou quelles sont justement ces voies-là auxquelles les enfants sont exposés dans un pays en particulier. C'est un peu aussi pourquoi je pense qu'ils ont voulu produire cette recherche et créer des classements de risques relatifs pour différents types d'excréments d'animaux, parce que ce soit au Niger ou au Burkina Faso ou ailleurs, ça pourrait être différent, les animaux qui entourent les enfants et les risques associés pourraient être différents selon le contexte. Mais nous notons cette recommandation pour la mise en œuvre. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres, Idrissa Kaboré, que vous aimeriez ajouter? Non, c'est bon pour moi pour le moment. En tout cas, merci. Je vous en prie. Je ne sais pas si dans le chat, il y a eu d'autres ajouts.
Non, je ne vois personne. Pas encore, jusqu'à là, il n'y a pas des autres régions dans le boîte chat. D'accord. J'ai une petite question sur la première recommandation sur cette diapo. Étant donné que les sources sont multiples, il n'existe pas de solution unique pour le retard de croissance. Et puis que les programmes doivent être encouragés à s'attaquer à de multiples voies et à mesurer un large éventail d'indicateurs. Je pense qu'une chose qu'on est en train de constater au Niger, au Burkina Faso, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir beaucoup d'indicateurs sans être vraiment guidés dans la priorisation, ça pose problème. Donc, je ne sais pas si on a plus d'informations, d'où vient exactement cette recommandation et est-ce que c'est vraiment faisable? Oui, c'est un bon point et c'est quelque chose que nous avons discuté aussi. Donc, je pense qu'il y a bien sûr, enfin, si je me rappelle bien de la discussion, il y a un équilibre à faire. Certes, on ne veut pas surcharger les programmes avec des indicateurs qui vont justement leur poser problème pour qu'ils puissent mesurer et faire le suivi et après voir si c'est efficace ou pas. Mais en fait, en même temps, étant donné les données des recherches qui sont assez limitées par rapport à la programmation intégrée, je pense que cette recommandation est ressortie pour justement encourager les différentes personnes, pour les différents praticiens, ceux qui mettent en œuvre, de ne justement pas se fier à juste une seule solution pour pouvoir attaquer le problème de retard de croissance et de justement explorer, même si ce n'est pas... Je pense que peut-être on devrait reformuler effectivement pour que ça ne soit pas trop large, mais peut-être souligner l'importance de l'équilibre et la priorisation basée sur le suivi constant pour voir qu'est-ce qui marche mieux et de ne plus continuer à faire les choses qui ne peut-être marchent pas aussi bien. Donc, je suis d'accord qu'il faudrait reformuler cette première recommandation pour vraiment, enfin, je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne idée de reformuler pour insérer cette idée d'équilibre et de priorisation. Merci. Et puis, juste un point de suivi. Donc, à qui aurait intérêt à connaître ces recommandations? Je pense que ça, c'est quelque chose que vraiment, on doit continuer la discussion avec USAID quand ils sont en train de faire la conception des projets. Et qu'ils pensent à ça vraiment avant de sortir les RFA, tout ça. Ok, donc la recommandation, par rapport à qui serait intéressé par ces recommandations-là, vous dites que, si j'ai bien compris, pardon, que l'USAID, on devrait vraiment il devrait se familiariser avec ces recommandations avant de pouvoir concevoir une appel d'offres, par exemple. Ouais. Ok, d'accord. Merci. Ouais, c'est un bon point. Quel secteur prendra le lead par rapport Noélie Dembélé, les recommandations sont pertinentes, mais par rapport à la mise en œuvre, vu la multisectorialité, WASH communautaire et WASH santé maternelle, qui sont les parties prenantes des activités, quel secteur prendra le lead? Ok, effectivement, ça c'est une bonne question. Et selon votre expérience, est-ce que vous pouvez aussi parler de vive voix si vous voulez, par rapport à qu'est-ce que vous recommandez par rapport à votre expérience, par rapport à quel secteur prendra le lead sur ces différentes... ça peut aussi varier. Il peut avoir un programme de petite enfance qui se focalise sur le développement de la petite enfance qui intègre le WASH, le programme de santé qui intègre le WASH. Donc, il peut avoir plusieurs secteurs qui pourraient prendre le lead. Mais est-ce que vous avez des expériences que vous voudrez partager qui pourraient justement nous aider à clarifier ces recommandations? Allô, bonjour tout le monde.
Bonjour. C'est Noélie Damélé, World Vision Mali. En fait, nous avons une petite expérience sur le WASH et INERF, le WASH dans les centres de santé. Et réellement, il y a plusieurs parties prenantes du projet quand on essaie de voir l'envergure. La multisectorialité, il y a l'hygiène, il y a l'hydraulique, il y a l'assainissement. Maintenant, avec ce projet, le lead était la santé. C'est la santé qui coordonnait les activités. Et actuellement, au Mali, nous sommes en train de réfléchir sur le WASH et les maladies tropicales négligées. Donc, il fallait avoir vraiment une porte d'entrée. Et également, nous avons su qu'il était préférable que la santé prenne le lead par rapport au WASH et les maladies tropicales négligées. Parce que cela va dépendre vraiment qui a plus de force et qui peut conduire les autres à adhérer. Parce que cela va demander aussi peut-être une révision des politiques ou bien une révision, une adaptation des stratégies de mise en œuvre. Donc, c'est une question qui mérite vraiment d'être réfléchie pour que ça puisse donner un point fort aux interventions qui seront vraiment identifiées. Oui, c'est un bon point, effectivement. Surtout ce que vous avez dit par rapport à qui est plus fort et aussi qui est plus présent peut-être. Donc, s'il y a par exemple des agents communautaires de santé qui sont déjà implantés dans les communautés, pourquoi pas exploiter cette présence constante pour pouvoir justement promouvoir d'autres éléments que de la santé, que juste la santé. Comment est-ce que cette personne-là pourrait justement promouvoir d'autres aspects comme le WASH et autres aspects comme le développement de la petite enfance, etc. Donc, c'est un excellent point. Merci. Et ça va dépendre des contextes. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Nous vous écoutons. Ok, est-ce qu'il y a des recommandations par rapport en matière de plaidoyer ou en matière du suivi et de recherche selon vos expériences et vos programmes? Oui, je suis sur le plaidoyer. Il y a, Nathalie, une question. Vous voulez dire quoi par changement architectural? Oui, c'est une bonne question. Donc, changement architectural, c'est-à-dire que c'est une remodélisation de l'environnement. Donc, pour justement, dernièrement ici, c'est peut-être plus facile de regarder les photos. Donc, le changement architectural, par exemple, c'est de mettre en place des parterres en béton, par exemple, qui pourraient justement réduire et qui sont plus faciles à nettoyer et qui pourraient justement réduire les voies fécales humaines et animales dans les ménages, etc. Donc, c'est en fait de ça que nous parlons. Quelque chose qui justement
ou ça peut être quelque chose d'aussi simple comme, il y a eu une suggestion dans une discussion, par exemple, de peindre par terre carrément des empreintes de pieds en jaune qui mènent jusqu'à un centre de lavage de mains, qui pour justement incite les gens à suivre ces pas de pied pour justement les amener à se laver les mains ou à changer un comportement. Donc, c'est pas nécessairement, c'est quelque chose qui donne une remodélisation des environnements pour justement changer le comportement plutôt que ça ne doit pas toujours passer par des messages, faites ceci, faites cela. Ils ont montré que ces petits changements architecturaux, que ce soit grand ou petit, sont vraiment prometteurs pour pouvoir changer justement les comportements des personnes. Et donc, on a voulu relever ça en matière de plaidoyer, que ce ne soit pas juste des messages, mais qu'on parle aussi de ces petits changements architecturaux. Donc, Nathalie, là, l'idée, c'est que ceux qui font la mise en œuvre des projets côté hygiène, assainissement, ils essaient d'inclure ce type de produits dans l'intervention ou? Oui, c'est ça. Donc, lorsqu'on parle donc, par exemple, là, on parle de plaidoyer spécifique aux bailleurs, par exemple, et aux chercheurs, pour dire, OK, est-ce que vous pouvez faire des recherches sur l'efficacité de ce changement architectural vis-à-vis le changement de comportement des bénéficiaires, pour qu'on ne se focalise pas toujours, parce que classiquement, lorsque nous parlons du changement de comportement ou du SBCC, on pense souvent au message et non pas les changements architecturaux tels que les exemples que je viens de donner. Et donc, comme il y a une recherche qui est assez limitée, il serait pas mal justement de faire le plaidoyer auprès des chercheurs pour voir comment est-ce qu'on peut évaluer l'efficacité de ces changements architecturaux, mais aussi de comment on peut faire le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour qu'ils puissent investir dans ces genres de changements architecturaux qui vont plus loin que juste des messages. Ok, je pense qu'il y a une grande étude qui a été faite au Congo il y a 1 an qui traite exactement cette question. Je ne sais pas là où ils en sont, mais c'était les projets qui sont financés par BHA avec Johns Hopkins, je crois. Et bon, je pense qu'on a déjà des évidences que le fait d'introduire ce type de changement, ça change sur le court terme, mais on ne sait pas après 5 ans, après 10 ans plutôt, quand il n'y a plus de projets là qui sont présents. Oui, qui appuient. D'accord. OK. Donc ça c'est une bonne chose. Ça serait pas mal aussi d'ajouter à cette base de données, comme vous dites, pour aller peut-être des études longitudinales, mais aussi des études dans d'autres contextes qui pourraient étudier d'autres changements architecturaux qui pourraient marcher dans différents contextes. Merci. Donc, on prend note de ça. Et est-ce qu'on peut avancer à la dernière partie 3, c'est-à-dire la recherche? Il semble ne plus avoir... OK. OK pour moi, d'accord. Donc, recommandations en matière de suivi et de recherche. Donc, il y a eu ces 5 recommandations qui ont été proposées. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voudriez ajouter? Est-ce qu'il y a des feedbacks à donner sur...
Donc, autre élément à ajouter, à modifier par rapport à qu'est-ce qu'on aimerait, nos recommandations par rapport au suivi de la recherche que nous aimerions faire ou promouvoir. Pour ma part, je pense que ici, en mettant en place une étude longitudinale, ça nous permettra au fait d'établir une liste d'indicateurs qu'on pourra suivre, notamment pour déterminer les seuils de risque. Et l'idéal, c'est de mettre en place dans une même zone, en prenant la zone sahélienne, mettre en place des cohortes dans dans cette zone, dans différents pays, pour voir à la fin, peut-être une période d'1 an ou plus en fonction des moyens du projet. Et à la fin, on pourrait identifier les différents facteurs de risque et proposer les solutions et les recommandations. C'est un bon point. Merci beaucoup, c'est un excellent point, oui. Autre ajout ou suggestion, nous sommes vraiment ouverts à vos idées. Et un autre point pour le suivi, et avec l'avènement de la COVID, il y a ce qui a été installé au niveau des centres préscolaires, des systèmes de lavage de mains, tout. On pourrait peut-être, en s'appuyant sur les encadreurs, voir est-ce que avec lavage fréquent des mains, s'il y a eu une réduction des maladies liées à la propriété comparativement aux années précédentes. C'est-à-dire, c'est très intéressant. Ça serait une recherche très intéressante de mener, effectivement, pour voir est-ce qu'il y a eu un bénéfice du COVID dans ce sens-là. Voilà. Merci, nous notons cette idée de recherche, oui. Je pense que ça serait vraiment... Ouais. Autre idée? OK. Ce n'est pas la dernière fois que vous auriez une opportunité de pouvoir contribuer. Nous allons justement par la suite diffuser les conclusions de la discussion. Donc, on va ajouter vos différentes idées et modifications proposées aux conclusions et nous allons les disséminer au core group. Et ensuite, ce que nous planifions de faire, c'est d'envoyer un questionnaire en anglais et en français pour recueillir vos suggestions supplémentaires sur comment mettre en œuvre ces recommandations ressortissant des discussions ou aussi de pouvoir, si vous avez d'autres suggestions ou d'autres suggestions d'amélioration qui n'ont pas été évoquées aujourd'hui, nous vous inviterons aussi à ce moment-là de pouvoir les partager. Donc, en fait, pour le moment, je voulais compter vous remercier et de vous encourager, si vous êtes intéressé, de vous abonner à la coalition CFNN. Il y a un lien ici que je peux copier aussi dans la boîte chat afin que vous puissiez
que vous puissiez vous abonner si vous êtes intéressé à se rejoindre à nous, à notre coalition, qui tous les trimestres, nous diffusons différentes informations et ressources qui pourraient vous être utiles dans votre travail. Donc, je vais mettre ça dans la boîte chat pour vous. Ah oui, et merci à Nicole qui vient juste aussi de partager les recommandations en français ici pour que vous puissiez les lire et aussi y réfléchir. Donc ça, c'est pour vous inscrire, si vous voulez vous inscrire ou vous abonner à la coalition Clean Fed and Nurtured. Donc, encore une fois, un grand merci à vous tous et de votre participation. Et ce fut un petit groupe, mais assez interactif et avec beaucoup de bonnes idées partagées, basées sur vos expériences et vos expertises. Donc, nous vous remercions et nous espérons de vous revoir soit sur à travers le questionnaire que nous allons diffuser ou soit à travers vos interactions futures avec les activités de la coalition Clean Fed and Nurtured. Je vous souhaite tous une bonne fin de journée ou un bon début de journée, dépendant où vous êtes dans le monde. Merci à tous. Merci bien tout le monde. Merci. Merci. Merci.